Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des risques d'inondation à Vigneux-sur-Seine. Quand on regarde effectivement ces différentes photographies, elles ont été prises en 1910 à Vigneux-sur-Seine justement. Et comme on le voit, il y a de l'eau un peu partout. C'est l'eau de la Seine qui a débordé, à tel point qu'à certains endroits dans Vigneux, on se déplace en barque. Ça a marqué effectivement donc l'histoire de la commune. C'est un peu normal. À ce moment-là, c'est la moitié donc nord de Vigneux qui est inondée. Et l'eau est arrivée quasiment jusqu'à la mairie et la poste. Donc là, pour le coup, c'était très inondé. Vigneux a gardé la mémoire de cet événement catastrophique à différents endroits. Donc, par exemple, au château de Coursal, au bord de la Seine, autrement dit ici. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a une encoche, mon plus gros plan ici, qui montre justement jusqu'à quel niveau d'eau était la Seine à ce moment-là. Donc, on voit qu'un enfant, ça dépasse la taille d'un enfant ici. Au niveau du tunnel sous la voie ferrée de l'avenue Charon, donc ça se trouverait effectivement ici. Et bien là, pour le coup, on a aussi fait une petite entaille pour dire où se trouvait le niveau de l'eau. Donc là, effectivement, ça vous arrive à la cuisse. Enfin, pour moi, ça arrive à la cuisse. Pour un enfant, un peu plus haut. Donc c'est quelque chose qui a marqué les esprits de l'époque. Et pas qu'à l'époque seulement à Vigneux-sur-Seine, hein, de manière générale, effectivement, donc tout le bassin de la Seine. Cette crue de 1910 a été la plus haute jamais enregistrée depuis qu'on tient des registres par rapport à ça. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez les différents niveaux d'eau de différentes inondations. Donc au cours de l'histoire donc de la Seine ou dans le siècle passé, mais celle de 1910 qui atteignait donc 8,62 mètres donc à Paris, c'est assez exceptionnel. C'est tellement exceptionnel qu'on parle donc de crue centenale. Ça veut dire que on n'en connaît qu'une fois par siècle. Alors, elle avait eu lieu, cette inondation, liée à de très fortes pluies pendant des semaines et des semaines en hiver. C'est pour ça qu'après, elle a eu lieu en janvier. Maintenant, le problème, c'est que si jamais une telle inondation de cette ampleur devait arriver aujourd'hui, eh ben, l'Île-de-France, et Vigneux aussi, serait beaucoup plus vulnérable. Pourquoi? Parce que en un siècle, eh ben, la région s'est fortement urbanisée. Sur cette carte, on voit donc en fait la situation de 1910. En bleu, ce sont donc les territoires inondés. Donc là, on voit tout le nord de Vigneux, ici. Et puis donc en orange, les espaces urbanisés. On voit que là, Vigneux, à ce moment-là, c'est quand même beaucoup plus rural qu'autre chose. Eh bien, euh, en 2022, on voit que pour le coup, les tâches en orange, les espaces urbanisés, ont fortement, fortement augmenté, même à Vigneux, hein. Donc, résultat, ça voudrait dire que il y aurait beaucoup plus de personnes qui subiraient les conséquences d'une telle inondation. Ça ferait à peu près 1 million d'habitants et 3 millions d'emplois qui seraient touchés. C'est énorme. D'autant plus que le risque de crue centenale, de type 910, on estime que les chances, enfin, le risque que ça augmente, qu'il y en ait de plus en plus, ça a augmenté de 40% à cause du réchauffement climatique d'ici 2050. C'est quand même pas rien. Donc il faut se préparer, c'est une évidence. Une inondation de type 910, ça ressemblerait à quoi aujourd'hui à Vigneux? Il y a tout le nord de Vigneux inondé, bien évidemment. Alors, selon les quartiers, la hauteur d'eau est différente. Donc là, dans les espaces, les territoires représentés avec un A, on atteindrait à peu près 2 mètres d'eau. Ça veut donc dire que le rez-de-chaussée est complètement inondé. Mais quand je dis complètement inondé, vous vous noyez dedans, même. Dans les territoires un peu plus éloignés de la Seine, les territoires B, là par exemple, on est un peu moins d'en dessous d'un mètre d'eau, entre un demi-mètre et un mètre. Alors, il y a des territoires, bien sûr, qui ne seraient pas inondés. Ça ne veut pas dire pour autant que les gens ne subiraient pas les conséquences parce qu'on va couper l'électricité. Forcément, eau et électricité, ça va pas ensemble, ça fait des courts-circuits. Et donc, bien sûr, on va couper l'électricité dans les territoires inondés, mais même ceux qui ne sont pas inondés, qui sont à proximité. Donc même si vous vivez par exemple au deuxième, troisième étage, vous dites, ah mais c'est bon, moi je ne subirai pas les conséquences, il n'y aurait pas d'inondation pour moi. Si, parce que déjà on coupe l'électricité quoi qu'il arrive dans les régions inondées. Sachant que ça veut dire plus d'électricité, ça veut dire plus de télévision, plus de réfrigérateur, plus de cuisinière, sauf si est à gaz, plus de chauffage. Alors quand ça se passe l'hiver, compliqué, etc., etc. Plus de téléphone pour recharger, ce genre de choses. Plus de connexion Internet sur ton ordinateur. Plus de jeux vidéo. On en arrive à là. Et ça peut durer plusieurs semaines.
Que fait dans ce cas-là la région, la commune, l'État pour gérer ce type de catastrophe d'inondation? Eh bien, tout d'abord, l'État a pris en charge les travaux et la construction de 4 lacs réservoirs, donc sur le bassin de la Seine, donc à différents endroits sur des affluents. On a construit des barrages qui permettent de faire des retenues d'eau importantes. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'en cas de fortes précipitations, on peut donc emmagasiner davantage d'eau pour après réguler la hauteur du niveau du fleuve plus tard. Ça permet donc justement de gérer plus facilement les potentiels crues. Deuxième forme de prévention, cette fois-ci à l'échelle de la commune, donc là je vais me concentrer sur Ligny-sur-Seine, on va mettre en place un plan de prévention des risques d'inondation. Ça va permettre de zoner les zones à risque, en danger, et après de pouvoir adapter l'urbanisme en fonction de ces risques. Donc, par exemple, dans les espaces et territoires à aléas d'inondation très forts, c'est-à-dire que là, l'inondation serait vraiment très importante en cas de catastrophe. Eh bien, ce qui se passe, c'est que là, tous ces territoires sont désormais inconstructibles. On n'a plus le droit de construire de nouvelles habitations, de nouveaux bâtiments, etc., etc. Tout ce qu'on peut construire qui serait autorisé, ce serait donc des équipements sportifs récréatifs ouverts, c'est-à-dire sans mur. Par exemple, un terrain de foot, un terrain de motocross. Là, il n'y a pas de mur, c'est autorisé. Par contre, une maison, pas possible. Pour les territoires à aléas d'inondation forts, par exemple, effectivement ici, donc ce qui se passe, c'est qu'on a fait 2 choix. Dans les endroits où c'était pas spécialement urbanisé, on va dire que ce sera désormais des territoires où les nouvelles constructions sont totalement interdites, en dehors encore une fois des équipements sportifs et récréatifs ouverts, c'est-à-dire sans mur. Mais si jamais il existait déjà des bâtiments dessus, on peut autoriser des extensions, notamment pour construire en hauteur, pour faire par exemple un deuxième étage, histoire de se mettre à l'abri hein, en cas de catastrophe. Parce que justement, si ça arrive à 2 mètres d'eau, c'est un peu compliqué. Pour d'autres territoires, effectivement, donc à l'air d'inondation moyen et certains inondations forts, bah, en fait, là, pour le coup, c'était les territoires qui étaient urbanisés auparavant et qui sont densifiés depuis. Bah, on autorise les constructions nouvelles. Euh, et puis, bien sûr, effectivement, donc on encourage la construction d'un étage supplémentaire, notamment par exemple dans le quartier, effectivement, ici, du lac, parce que bah, pour le coup, 1 mètre d'eau, enfin 2 mètres d'eau, c'est vite submergé. Donc, on adapte finalement donc l'urbanisme en fonction donc du degré de risque d'inondation dans les territoires. Gérer les risques, c'est aussi alerter les populations. On peut prévoir à l'avance que l'inondation va arriver parce qu'il y a des stations de surveillance de la Météo France qui vont vérifier donc les pluies, la météo, où en est l'inondation à d'autres endroits auparavant avant que ça n'arrive, par exemple à Vigneux ou à Paris. Donc en fait, ils surveillent tout ça et donc font des cartes de vigilance. Ils peuvent prévenir les autorités qui décident après de lancer l'alerte pour dire après aux gens, attention, faites le nécessaire pour vous mettre à l'abri, aussi bien vous que vos biens d'ailleurs. Donc on lance l'alerte par SMS, euh, mais aussi par exemple par les CN d'alerte. Et pour cela, pour que les gens sachent ce qu'il faut faire exactement, il faut sensibiliser les populations au bon comportement. Donc il faut sensibiliser les populations pour leur dire, bah, vous avez entendu l'alerte, vous savez qu'il y a une inondation qui va arriver, protégez vos logements par exemple, en installant bah, justement les barrières anti-inondation. Donc c'est une plaque en fait qu'on peut mettre et enlever très facilement, hein, elle se coulisse. Encore faut-il avoir fait les travaux avant pour pouvoir le faire. C'est pas quand on vous dit, ah ça arrive là, que ah je peux appeler quelqu'un pour faire les travaux. Non, faut soit prêt à l'avance. Même chose pour des dispositifs de fermeture des grilles d'aération qu'on peut fermer assez facilement, des dispositifs anti-clapets, des clapets anti-retour des eaux usées dans les canalisations pour éviter que justement les eaux usées qui sont salies, donc justement faites par les inondations, elles remontent par les toilettes, qu'elles remontent par le lavabo, par la salle de bain, etc. Donc tout ça, ça permet l'alerte justement de avoir le temps de faire tout ça. De rassembler aussi son kit d'urgence qu'il faut quand même avoir préparé un peu à l'avance, hein. Il faut par exemple de l'eau en bouteille, absolument, parce qu'on risque de couper l'eau tout simplement, hein, qui va être justement contaminée. Faut avoir effectivement des aliments non périssables, donc qui se conservent longtemps, biscuits, pâtes, conserves. Une bouteille effectivement donc un réchaud à gaz parce qu'on va probablement couper l'électricité. Donc pour avoir de la lumière, des lampes torches avec des piles, c'est très bien. Une radio avec des piles pour effectivement écouter les informations d'alerte, etc. C'est très bien aussi. Au pire, des bougies, des allumettes.
hein. Prévoir aussi, par exemple, effectivement, donc, par exemple, vos clés, vos papiers, histoire de justement pouvoir évacuer rapidement si nécessaire, si on vous donne la consigne. Un kit de premier secours avec tout ce qu'il faut pour se soigner quand c'est nécessaire. Et puis surtout, donc, quand on entend la sirène, hein, ça veut dire que il faut effectivement seulement appliquer les consignes, à savoir donc justement écouter la radio pour justement savoir exactement ce qu'il faut faire ou pas faire, quelle est la nature du danger. Et donc, bah, couper le gaz et l'électricité parce que bah, on va risquer d'avoir des courts-circuits, ce genre de choses. Monter en hauteur, hein, se réfugier en hauteur parce que bah, si on arrive à 2 mètres d'eau d'inondation à certains quartiers, bah, vous risquez de mourir au rez-de-chaussée. Ne pas, comment dire, prendre les routes ni aller chercher les enfants à l'école parce qu'il y en a plein qui meurent coincés dans les embouteillages alors que l'eau arrive. Donc, c'est pas la meilleure solution. Et pour les enfants à l'école, ne vous inquiétez pas, les professeurs sont formés pour justement gérer la situation. Donc, restez à l'abri. Même chose, n'encombrez pas les lignes téléphoniques pour dire je voudrais appeler mon enfant, machin, machin. Non, appelez seulement les secours parce que sinon ça bloque les communications. Rappelez-vous, par exemple, à chaque fois, tous les premiers de l'an, tout le monde téléphone et envoie un SMS pour dire bonne année. Mais souvent, les gens n'arrivent pas à joindre leur correspondant ou les SMS arrivent plus tardivement parce que bah, les lignes sont surchargées. Ça empêche à ce moment-là les gens d'appeler les secours, les pompiers, le SAMU, etc. quand ils sont en danger. Donc justement, il faut libérer les lignes au maximum pour permettre l'utilisation par le SAMU et les pompiers, tout comme les routes. Il faut permettre dans ce cas aux pompiers ou au SAMU d'arriver facilement et pas être bloqués par des embouteillages parce que les gens veulent, par exemple, aller chercher leur enfant à l'école. Puis bien sûr, après les catastrophes, on appelle l'assurance pour rembourser les dégâts. Donc gérer les dégâts, enfin gérer les catastrophes, c'est aussi donc en fait secourir. Donc autrement dit, justement vous avez les pompiers qu'on peut appeler avec le 18 ou le 112, la gendarmerie donc avec le 17 ou le SAMU avec le 15, qui peuvent intervenir pour justement aider à évacuer, soigner, sécuriser. Même l'armée peut intervenir si nécessaire hein, pour sécuriser les gens. On peut évacuer des gens aussi, à Vigneux par exemple, dans des gymnases, si jamais leur logement est devenu inhabitable pendant l'inondation. Alors, toutes ces informations-là, elles sont résumées dans le document d'information communal sur le risque majeur, qu'on appelle le DICRIM. Donc, vous avez la version de 2013 et la version de 2021 qu'on peut trouver sur Internet. Ce qui se passe, c'est que pour que ce soit quand même beaucoup plus durable, pour gérer les risques d'inondation, il faut absolument adapter la ville au mieux. Donc, il faut vraiment que on puisse surélever les bâtiments dans les régions, enfin les territoires les plus vulnérables, et m'y inciter très fortement, quitte à aider à financer un petit peu tout ça, ce qui n'est pas le cas vraiment là actuellement, c'est un peu problématique, notamment dans le quartier ici. Bon. Euh, et puis, effectivement, pour le coup, peut-être se poser la question, est-ce qu'on ne doit pas tout simplement détruire les habitations dans les endroits dangereux? Mais c'est un choix politique qui n'est pas forcément facile à prendre. En tout cas, ce qui se passe, c'est que le dit crime de Vigny-sur-Seine, il décrit très bien les risques d'inondation à Vigneux, comme on le voit sur sa double page de la version de 2013, en disant pour le coup c'est quoi le risque, où est-ce que ça se localise, qu'est-ce qu'il faut faire en cas effectivement de problème, etc., etc. Il parle aussi d'autres risques, hein, par exemple les mouvements de terrain, le transport de matières dangereuses. Par contre, il ne parle pas des risques de canicule, parce qu'il date de 2013 justement, et le risque s'est accru. Or, justement, il devient aussi, lui aussi, de plus en plus mortel. Il faut savoir que le réchauffement climatique, qui est provoqué par les activités humaines, ben, il a fortement augmenté la température moyenne de la Terre. Là, vous avez un graphique qui montre l'évolution par année de la température moyenne de la Terre. Là, en bleu, c'est en dessous de la moyenne, en rouge, c'est au-dessus de la moyenne. Et bien, ce qui se passe, c'est que la Terre, elle a déjà gagné plus de 1,2 degré par rapport à 1880 et ça ne cesse d'augmenter. Et tout ça, c'est lié en fait donc aux activités humaines. On relâche beaucoup de CO2, c'est-à-dire du dioxyde de carbone, notamment par la consommation de pétrole, de charbon, de gaz naturel. Et ça, on a multiplié nos émissions par 3 hein, depuis 1960. Donc tout ça, ça accélère le réchauffement climatique. Or, justement, ce réchauffement climatique, il va provoquer différentes catastrophes, mais en tout cas différents risques climatiques en France. Si on regarde du côté de la région parisienne où se trouve Vigneux, bah, ça sera donc notamment bah, les inondations dont on vient de parler, mais aussi bah, justement les îlots de chaleur liés aux canicules. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Ce qui se passe, c'est que donc les canicules, elles ont fortement augmenté depuis plus d'un demi-siècle. Avant, donc il y avait une chance sur deux, en gros, d'avoir une canicule par an.
Maintenant, c'est plutôt en moyenne quasiment 2 canicules par an. C'est énorme. Là, c'est très, faites à chaque fois, montre le nombre à chaque fois donc de canicules par an en moyenne, par décennie, hein, c'est énorme. Et ce qui se passe, c'est que ces canicules, elles sont plus nombreuses, mais elles sont aussi de plus en plus intenses. Autrement dit, il fait de plus en plus long, il fait de plus en plus chaud, je veux dire, avec des températures de plus en plus hautes et de plus en plus de jours. On a calculé que les risques de canicule d'ici 2050, elles ont augmenté de 50% à cause du réchauffement climatique. C'est pour ça que aujourd'hui, les étés, ça devient compliqué que des gens achètent de plus en plus de climatisateurs. Si je prends un exemple, celle de 2003, la canicule de 2003 qui se trouve ici, donc c'est la plus importante qu'on ait pu connaître là actuellement, et la plus meurtrière aussi, hein. Elle a fait plus de 70 000 morts en Europe et 25 000 en France. Eh bien, ce qui se passe, par exemple, c'est que pendant cette année de canicule, bon, on dépassait allègrement les 40 degrés dans une bonne partie de la France, et pour les organismes, notamment des personnes âgées, c'est trop. On en voyait beaucoup dans les EHPAD ou dans les hôpitaux souffrir. Et bah, beaucoup sont morts, hein. Quand on voit par exemple ici ce graphique qui montre le nombre de morts en moyenne durant les différents jours de l'année, et bah là on voit le pic de la canicule, les gens sont morts en masse. D'où les 25 000 morts effectivement pendant ces jours de canicule, parce que l'organisme il n'est pas adapté quand ça vient aussi rapidement à des telles températures. Ce qui se passe, c'est que ces canicules, en plus, elles sont renforcées par ce qu'on appelle des îlots de chaleur. C'est-à-dire, en ville, on a construit tellement de béton partout que bah, ça augmente encore plus la chaleur que dans les campagnes. Par exemple, là, dans une température de quasiment 34 degrés, eh bien, en ville, on en perçoit beaucoup plus que ça. On peut atteindre, par exemple, 40 degrés dans les habitations parce que bah, les revêtements des maisons, les bétons, etc., font que ça chauffe en plus. Et après, là, si vous êtes carrément sur le bitume des routes ou sur les voitures, là, on dépasse les 60-70 degrés. Donc forcément, c'est compliqué. Si on regarde à Vigneux-sur-Seine, les endroits, en fait, un peu le coup, les moins vulnérables aux, comment dire, aux canicules, c'est là où se trouvent bah, tout simplement les espaces verts, hein, qu'on voit ici, là et là. Par contre, là où c'est bâti, les espaces urbanisés, bah, déjà, pour le coup, on souffre davantage de la chaleur. Et puis, bah, là où on souffre encore le plus de chaleur avec les îlots de l'îlot urbain, on souffre le plus d'îlots urbains, d'îlots de chaleur, je veux dire. Ça serait donc au niveau donc, des anciennes tours de Vigneux, là où il y a le plus de béton et le moins d'espace vert. Pour rendre la ville plus durable, histoire que les populations ne meurent pas en masse pendant les canicules, il faut adapter absolument les villes. Pour cela, il y a plusieurs stratégies. La première, ça serait de végétaliser les espaces urbains, notamment pour créer de l'ombre. Parce que justement, on constate que quand on crée de l'ombre avec des arbres, mais aussi de l'herbe, etc., etc., bah, il fait beaucoup plus frais, c'est beaucoup mieux. De même, il faut adapter les revêtements des sols et des façades urbaines des immeubles. On voit là, par exemple, sur cette image-là, que la température est beaucoup plus froide ici sur l'herbe que sur les pierres. Que là, effectivement, par exemple, sur ce bitume, il est beaucoup moins important que sur ce bitume-là. Parce qu'on l'a, effectivement, ici, c'est un mélange, effectivement, donc un peu plus adapté avec donc un mélange de sable, de gravier, etc., etc. De même, on peut rénover les maisons pour les isoler à la fois du chaud et du froid. Ça peut se faire aussi bien par l'intérieur que par l'extérieur. Il y a eu pas mal de programmes de rénovation et donc d'isolation des logements, notamment sociaux, dans Vigneux. Le programme se poursuit depuis une dizaine d'années là maintenant. Gérer le risque, c'est aussi alerter les populations en cas de canicule. Donc justement, Météo France fait donc des cartes de vigilance qui permettent de prévenir les autorités pour lancer les appels si nécessaire et donc prévenir les populations que bah, en cas de canicule, bah, il faut boire régulièrement, hein. Il faut éviter l'alcool parce que ça déshydrate, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est faites pour le coup plutôt fermer les volets pour préserver la fraîcheur autant que possible, mettre un ventilateur, se mouiller le corps pour effectivement rafraîchir, ce genre de choses. Pas faire du sport, hein. On va pas faire donc de course à ce moment-là quand il fait chaud à ce point-là, quoi. C'est dangereux. Il faut savoir qu'en plus, ces canicules, elles peuvent provoquer d'autres catastrophes, comme par exemple les incendies de forêt. Elles se multiplient là actuellement, donc en fait, dans la forêt de Sénart, donc qui est juste à côté de Vigneux, hein. Là, par exemple, à Montgeron, la commune voisine, il y en a eu en 2018, en 2021, et un début de départ d'incendie en 2022. Ça, c'est lié en fait à la sécheresse de la végétation provoquée par les canicules à répétition, qui font que ça s'embrase plus facilement. Il suffit d'un petit mégot de cigarette ou d'un départ volontaire d'incendie pour que ça s'embrase rapidement. Or, la ville est juste à côté.
Deuxièmement, ces canicules à répétition, elles sont souvent suivies de périodes de pluie et d'orage. Et donc, en fait, les sols argileux qui se trouvent au sud de Vigneux, eh bien, ils ont tendance à gonfler, se rétracter, gonfler et se rétracter. Et ça finit par créer des fissures un peu partout dans les maisons, jusqu'à éventuellement les rendre inhabitables pour celles qui risquent de s'effondrer. Donc, ça provoque plein de risques différents en même temps. Pour résumer, quelle est la gestion des risques climatiques à Vigneux-sur-Seine? Eh bien, ce qui se passe, c'est que si on parle de Vigneux, ça se passe donc dans la commune de l'Essonne, au bord de la Seine, dans la région d'Île-de-France. La gestion, elle est faite par la commune, aussi par la région et par l'État. L'État, qu'est-ce qu'il a fait? Par exemple, il a construit des barrages de rétention d'eau pour justement donc réguler la hauteur d'eau des fleuves, notamment en cas de crue et d'inondation de la Seine. La région, elle a aussi construit des centres de surveillance et des systèmes d'alerte pour justement prévenir les populations en cas de danger. Et puis la commune a mis en place un plan de prévention des risques d'inondation pour justement interdire de construire ou limiter les constructions en zone inondable pour limiter justement les dégâts et les morts. Tout ça parce que justement avec le réchauffement climatique, eh bien les crues, les risques de crues augmentent, ainsi que le risque de canicule d'ailleurs, mais là c'est pas ça qui nous intéresse le plus. Et puis en plus, bah, Vigneux c'est fortement urbanisé, donc il y a plus de monde en situation de danger dans des zones à risque. La conséquence, c'est que ce plan de prévention des risques, elle interdit les constructions dans les zones les plus vulnérables aux inondations. Après, est-ce qu'elle en fait suffisamment? C'est un choix politique. Quoi qu'il en soit, les solutions durables pour aller plus loin, ça serait donc carrément de détruire là, effectivement, pour le coup, c'est trop risqué. Ou de surélever les bâtiments, au moins effectivement pour le coup, et d'aider à financer tout ça. Parce que les gens, ils n'ont pas forcément les moyens de le faire si on les aide pas, pour justement résister à une inondation de type 1910. C'est végétaliser les villes pour justement résister donc en fait aux îlots de chaleur liés donc à la multiplication des canicules. Et puis surtout, c'est sensibiliser les populations pour connaître les gestes à connaître, les bons gestes pour savoir comment réagir en face à ce type de catastrophe. C'est aussi savent qu'il faut mettre en place un kit de surgie, qu'il faut connaître le numéro d'urgence à contacter, etc., etc. Pour voir si vous avez compris cette leçon, vous allez donc en fait essayer de répondre à ces 6 questions flashcards, questions-réponses. Mettez la vidéo en pause pour avoir le temps d'y répondre. Dès que vous avez fini, relancez la vidéo pour voir la correction. Allez, mettez en pause. Allez, on pense que là, vous avez fini de répondre aux questions. Vous voulez voir la correction. Donc, hop, je vous montre la correction. Les voici. Si jamais il y a des erreurs, n'hésitez pas à les corriger. Et si tout est bon, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.